Sommaire de cette édition, comment Martin Fayulu a-t-il calculé le salaire des députés? Une question à 21 000 $. À suivre dans ce journal la réaction du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale qui qualifie ces déclarations de mensongères. Les deux syndicats qui coordonnent les blouses blanches en RDC ne s'accordent toujours pas alors que les médecins affiliés au SINAMED poursuivent la grève. Ceux du SIMECO, eux, remercient le chef de l'État pour le respect de quelques engagements de l'accord de Bibois. Une nouvelle explosion en Afghanistan ce vendredi. C'est l'une des plus grandes mosquées du pays qui a été touchée. Même si l'acte n'a pas encore été revendiqué pour l'instant, le bilan fait état d'au moins 18 morts. Bienvenue sur Télé 50. C'est une affaire qui fait jaser. Des révélations sur les émoluments des députés nationaux qui remonteraient, selon Martin Fayulu, à 21 000 $ américains. En réaction, le cabinet du président de l'Assemblée nationale promet de sanctionner d'abord tout élu qui soutient sans preuve ces propos qu'il qualifie de mensongers. On écoute Samuel Mbimba Kabouya, directeur de cabinet de Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale. Les gens utilisent des formules mi-figue, mi-raisin pour faire croire qu'ils soutiennent ce que Martin Fayulu a dit, mais en même temps, ils ne disent pas clairement que les députés touchent 21 000 $, parce qu'à ce moment-là, on va leur demander de le prouver. Personne ne l'a dit clairement, parce que personne ne sait le prouver. Les députés nationaux ne touchent pas 21 000 $. On ne le dira pas assez. Aucun député ne touche 21 000 $ par mois. Voilà. Donc c'est pourquoi nous disons que les gens devraient arrêter de faire semblant de les soutenir sans le dire clairement et sans le prouver. On attend les députés qui vont confirmer. Et comme ce chiffre n'est pas vrai, ben, il va s'exposer à des sanctions. Et ce n'est pas le bureau du président Bosse qui va fonctionner. Ce n'est pas le cabinet du président Bosse, mais le bureau de l'Assemblée nationale et la plénière peuvent sanctionner les mensonges. Chez les médecins, je l'annonçais tantôt, les violents ne s'accordent toujours pas, malgré le durcissement du ton du syndicat national des médecins SINAMED en sigle. Le syndicat des médecins du Congo SIMECO est toujours au service des malades, alors que le SINAMED a saisi le gouvernement à travers son porte-parole Patrick Mouyaya afin de transmettre son message lors du récent Conseil des ministres. Le SIMECO, lui, remercie le chef de l'État pour avoir réalisé quelques engagements repris dans l'accord de Bibois. Malgré les revendications du syndicat frère, le syndicat de médecins du Congo SIMECO a déployé des médecins dans tous les hôpitaux publics du pays pour la prise en charge des malades. L'objectif est de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit en slogan « Le peuple d'abord ». Bien avant l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord des Bibois, signé entre le banc syndical des médecins et le gouvernement, le secrétaire général du SIMECO, Juvenal Mwanda, se veut déterminé à faire passer les intérêts du peuple au-dessus de tout. Tenons à vous rassurer que les médecins membres du SIMECO vont évaluer la mise en œuvre de l'accord à la fin de ce mois de septembre 2022. Mais d'ores et déjà, il est important que vous sachiez qu'un certain nombre de réalisations ont déjà été faites, notamment la promulgation de l'ordonnance portant nomination des médecins au grade de médecin général, médecin chef clinique et médecin résident, dont nous attendons d'ailleurs la notification par les vice-premiers ministres de la fonction publique. Il y a l'examen des recours des médecins qui avaient été bloqués à la rémunération. Ces dossiers ont été également vidés et les médecins qui ont été bloqués à tort vont être débloqués avec effet rétroactif. Les SIMECO demandent au gouvernement de maintenir les caps et les SINAMED ne jurent que sur la prise en compte de ces revendications. Reste à savoir si la question a été abordée lors du 66e Conseil des ministres. La SNEL et la Régie des eaux s'engagent à maximiser leurs essais dans les tout prochains jours et pour y arriver, le paiement des factures devra être digitalisé. Le ministre de l'Énergie hydroélectrique, Olivier Mwenze, a échangé avec les opérateurs de téléphonie pour accélérer cette procédure. Reportage de Jean-Marie Cazin.
La procédure a déjà été enclenchée. Bientôt, les abonnés de la SNEL et de la Régie des eaux vont devoir payer leurs factures de façon digitale dans le but de maximiser leurs recettes et réduire la fraude. Les ministres des Ressources hydrauliques et d'électricité, Olivier Mwenzi Moukaleng, a réuni autour d'une table tous les acteurs, à savoir la SNEL, la Régie des eaux, les opérateurs des téléphonies cellulaires avec la monnaie électronique, les banques et les ministères du numérique chargés d'encadrer les opérations. L'objectif de cette réunion était de réfléchir sur les voies et moyens permettant de respecter le délai imparti d'ici le 31 décembre 2022. À l'allure où vont les choses, les abonnés de la SNEL et de la Régie des eaux vont devoir très bientôt commencer à payer leurs factures de manière électronique. Le gouvernement avait pris l'option sur l'instruction du chef de l'État de commencer à transformer les paiements en les rendant maintenant sous format numérique, de façon que tous nos abonnés, que ce soit les abonnés de la SNEL ou de la Régie des eaux, puissent payer avec des moyens digitaux, payer leurs factures d'électricité. La première solution, elle est là, qui ne nécessite aucune intégration avec tout ce qui est plateforme SNEL, Régie des eaux, Mobile Money. Deuxième solution, qui nécessitera cette fois-ci une intégration avec les plateformes Mobile Money et celle de la SNEL, Régie des eaux. Donc c'est sur cet angle-là que nous y allons et dans la première quinzaine de septembre, on aura déjà des tests pilotes qui seront effectués. On ouvre la page des provinces au Sankourou. Guéguerre entre les sociétés civiles au sujet de l'assistance humanitaire du gouvernement central aux sinistrés de l'incendie du village Elongué dans le territoire de Lodja. Hubert Etika, directeur de cabinet aux affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, a fait une mise au point pour éclairer l'opinion. Le ministère des Actions humanitaires est saisi en cas de catastrophe, soit par l'autorité civile, l'autorité locale, soit par les élus locaux, soit par la société civile locale, soit par nos agents si jamais ils sont dans le territoire concerné. Pour ces cas d'espèce, donc du Sankourou, nous étions saisis par l'honorable Jean-Charles Okoto, qui nous suivait dans toutes les démarches. Donc sa présence sur le lieu, et surtout qu'il s'agissait des victimes de son village natal, ne peut souffrir d'aucune contestation. Toutefois, il faudra préciser qu'étant prévenu des sensibilités locales dans le Sankourou, nous avions signifié à l'honorable Jean-Charles Okoto qu'il était hors de question qu'il soit le seul accompagnateur de la délégation du ministère responsable de l'acheminement de cette aide du gouvernement central. C'est ainsi que l'on a noté la présence sur le lieu de deux autres députés, en l'occurrence les honorables Lumbakou du CCMU et l'honorable Loumou. Nous avions même arraché un meeting conjoint de ces trois élus et au Sankourou, on sait ce que cela veut dire. Toute implication d'une personne autre que celle du ministère dans les achats est prohibée, car le ministère est seul responsable devant les services de contrôle attitrés qui peuvent nous visiter à tout moment. Enfin, nous voudrons rassurer tout le monde ici que l'aide du gouvernement est bel et bien arrivée, comme tel que l'affirme d'ailleurs la société civile, l'autre partie de la société civile et les chefs du village Elongué. Par contre, nous déplorons ce que nous constatons avec regret, que notre équipe restée sur place est confrontée à des actes civiques comme le triplement des prix des biens et un empêchement à peine voilé de l'acheminement des tôles que nous avions commandé à Bénédibélé, localité située à quelques encablures de Lodja. Enfin, un hélicoptère s'est écrasé ce vendredi près de Mungenga, à 15 km de la ville de Homs. Cet engin appartenant au programme alimentaire mondial des Nations Unies avait en son sein 3 membres d'équipage. Pas de perte en vies humaines, même si le bilan fait état de 3 blessés. Dans peu de temps, la province du Lualaba aura une nouvelle cité dénommée Nouveau Lotissement RVA2. Cette nouvelle cité va accueillir des infrastructures dignes à la taille. La cérémonie de lancement de la cité ultramoderne a été présidée par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka, qui milite aux côtés du chef de l'État sur le processus de changement d'image du Lualaba. Le lancement des travaux de viabilisation du lotissement de référence de la province du Lualaba, dit lotissement RVA2, a vécu jeudi 1er septembre 2022. La cérémonie a été présidée par la gouverneure intérimaire. Le professeur Moïse Moukepe, directeur général de l'entreprise Mouska Engineering, l'une des pièces maîtresses du projet, a reconnu en cette réalisation du gouvernement Masuka l'effectivité d'une réelle démonstration de la volonté d'apporter le bien-être au peuple lualabais. Célestin Machata Kayembe, ministre provincial des infrastructures, a affirmé que cette réalisation est un élan majeur et un pas de géant
vers la modernisation de la ville de Kolosi. La gouverneure intérimaire de la province a quant à elle, devant plusieurs délégations dont le représentant du président de l'Assemblée provinciale, le vice-président de cet organe délibérant Mouimbi Pierrot et membre du gouvernement provincial ainsi que représentants des entreprises locales, salué l'initiateur du développement à la base, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne considère pas cette manifestation comme une séance routinière, mais plutôt comme le début d'un processus sérieux d'urbanisation aux standards internationaux pour lesquels je n'aurai aucune complaisance. Un nouveau lotissement implique un agrandissement de l'agglomération. Cependant, un accroissement sans amélioration qualitative n'aurait aucun impact sensible sur le développement. Je voudrais que ces nouveaux lotissements soient un modèle duquel désormais s'inspireront tous les futurs lotissements au Lualaba et partout ailleurs, pourquoi pas en RDC. Il nous faut donc plus d'implication. Écho des partis politiques, le parti Alliance pour l'unité du Congo AUC, par l'organisation de son secrétariat général, a fait une remise à niveau de ses membres et cadres sur la question de l'autonomisation de la femme pour lutter contre la faim dans les ménages au cours d'une conférence organisée ce vendredi au siège national. Sur invitation de leur secrétaire général, Élisée Mujinga Kalunga, ces hommes et femmes de toutes les générations, membres de l'Alliance pour l'unité du Congo, AUC, étaient venus en grand nombre assister à cette rencontre de partage de connaissances au cours de laquelle ils ont été entretenus sur la question de l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme, gage de lutte contre la pauvreté dans les familles. Oui, nous organisons une coopérative financière parce qu'on a constaté qu'il y a de ces mamans qui sont capables de faire quelque chose, mais ils n'ont pas les débuts. Maintenant, avec cette coopérative-là, ça va permettre de donner à toutes les mamans qui sont dans des activités différentes pour qu'ils soient à mesure de se prendre aussi en charge. À la fin de cette formation d'une journée, ces femmes ont bénéficié des crédits financiers et seront ainsi accompagnées d'un monitoring afin de les aider à réussir leur projet. Élisée Mujinga Kalunga, en sa qualité de secrétaire général de l'AUC, parti politique allié à l'UDPS, a profité de l'occasion pour sensibiliser. L'assistance a continué à soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en vulgarisant ses réalisations dans leur communauté immédiate avant de demander à ces femmes de mettre en valeur ce qu'elles ont appris comme connaissances et ce qu'elles ont pris comme crédit financier afin d'en finir avec la pauvreté dans leur famille. Olivier Kitenge-Yesu, autorité morale du Parti congolais pour l'Alliance nationale, est en séjour à Boende, à Tchouapa, depuis mercredi dernier. L'homme est en préparation des échéances électorales à venir, en perspective la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Commentaire de Gaëtan Koubabourandi. C'est à 17h que Olivier Kitenge-Yesu a foulé les pieds de Boende, accompagné de Edi Wanet, président national du Parti congolais pour l'Alliance nationale dans la province de Tchouapa. À son arrivée par l'aéroport de Boende, le secrétaire exécutif national adjoint de la FPAU a eu droit à des salutations solennelles des officiers de Boende. Olivier Kitenge a été chaleureusement aussi accueilli par cette population venue en liesse, le contraignant presque une procession jusqu'à son lieu de séjour. Dans la masse des notables de Boende et des populations indistinctes scandant chants et autres cris à l'intention de l'autorité morale du Parti congolais pour l'Alliance nationale. En face de ses sympathisants, Olivier Kitenge-Yesu résume le but de sa mission qui a pour objectif, entre autres, de sensibiliser la population sur la vision du chef de l'État, avec en priorité la mise en place du programme de développement de 145 territoires, les réformes électorales, la cohésion nationale et les actions pour le retour de la paix dans l'Est du pays. Le secrétaire exécutif national adjoint de la force politique et sociale alliée à l'UDPS a également invité la population de Tchouapa à assurer une réélection à Félix Tshisekedi.
En Afghanistan, une nouvelle explosion meurtrière s'est produite dans une mosquée ce vendredi, cette fois dans l'ouest de Hérat. C'est l'une des plus grandes mosquées de la troisième ville du pays qui a été touchée. L'acte n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais le bilan fait état d'au moins 18 personnes tuées selon les autorités, dont l'imam très influent de cette mosquée. C'est une perte non négligeable pour les talibans. C'est vers midi qu'a eu cet acte. Mujib Rahman Ansari fut un imam très célèbre et surtout un soutien de premier rang de talibans. Il a été assassiné dans l'explosion du mosquée d'Hérat qui a eu lieu aujourd'hui. Selon la police d'Hérat, l'imam Ansari a été tué avec plusieurs dizaines de victimes, dont des gardes du corps et plusieurs civils alors qu'il allait entrer dans la mosquée. Annonce faite par l'un des porte-parole du gouvernement via son compte Twitter, il a exprimé le profond chagrin en indiquant que les responsables de cet incident seront punis pour leurs actes haineux. Ici est de noter que, depuis la reprise du pouvoir à Kaboul, il y a un an, les talibans assurent avoir amélioré la sécurité dans le pays, mais n'ont pas pu empêcher une série d'explosions ces derniers mois, notamment à l'heure de la prière dans des mosquées très fréquentées. Jusqu'à maintenant, c'est le groupe État islamique au Khorasan qui a revendiqué ces attentats contre les talibans. Les assises des États généraux des sports à Kissantou traitent de plusieurs questions qui garantissent un lendemain meilleur à la pratique du sport en RDC dans toute sa diversité. Ainsi donc, les sportifs vivant avec handicap trouvent également leur compte. En outre, une question abordée durant ces assises, celle liée à la problématique de l'implantation des fédérations sportives selon la nouvelle configuration des provinces. Au nombre des réformes attendues des assises d'Ambuela Lodge, il y a celle liée à l'implantation des fédérations sur le plan national. L'ancienne loi prévoyait à ce qu'une fois promulguée, qu'on accorde un moratoire de 6 mois avant que les fédérations sportives se mettent à se conformer à ce qui leur est exigé à travers la loi. Et avec la nouvelle configuration des provinces, les critères de reconnaissance d'une fédération passent de 6 à moins de 14 provinces. Pour qu'une fédération soit agréée au niveau du ministère des Sports, qu'elle puisse avoir au moins 14 ligues existantes. Les travaux en commission ont accordé également une place de choix aux Paralympiques. Cette fois-ci, les États généraux ont pris en compte la donne handicap. C'est pour cette raison que nous sommes là. Or, nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une forme de sport. Pour ce renouveau attendu, plus que jamais, l'athlète doit être au centre de tout. La commission chargée de stratégie avait entre autres comme mission de proposer des solutions définitives en vue de hausser son niveau. Nous avons demandé qu'il y ait un programme d'abord de coopération et de stage pour les athlètes qui vont participer au Jeux de la francophonie. Nous avons voulu rendre obligatoire la pratique du sport à tous les niveaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En attendant l'adoption de toutes les recommandations, ces assises doivent définitivement jeter le jalon du renouveau du sport congolais. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Voici le rappel des titres. Comment Martin Fayulu a-t-il calculé le salaire des députés? Une question à 21 000 $. Vous avez suivi dans le journal la réaction du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale qui qualifie ces déclarations de mensongères. Les deux syndicats qui coordonnent les blouses blanches en RDC ne s'accordent toujours pas alors que les médecins affiliés au SINAMED poursuivent la grève. Ceux du SIMECO, eux, remercient le chef de l'État pour le respect de quelques engagements de l'accord de Bibois. Une nouvelle explosion en Afghanistan ce vendredi. C'est l'une des plus grandes mosquées du pays qui a été touchée, même si l'acte n'a pas encore été revendiqué. Pour l'instant, le bilan fait état d'au moins 18 morts. L'actualité continue sur votre chaîne. Merci de votre fidélité. L'actualité reste à continuer.